maintenant, l'intitulé de notre nouvelle séquence annonçait les femmes dans l'histoire des luttes. Mais on va aborder avec vous, Élodie Genot, une période très particulière dans un secteur déterminé sur la représentativité des femmes. Ça fait un complément aussi à ce qui vient d'être dit, avec là encore et avec le son en préambule, une vidéo-réponse, parce que nous lui avons posé une question à Marie-Thérèse Feinstein, à savoir si son engagement était le produit de l'histoire des grandes figures féminines. Écoutez sa réponse. J'ai été dans la résistance tout à fait au début. C'est-à-dire que j'ai commencé en novembre 40. Seulement, j'étais toute seule. J'étais en relation seulement avec 2 ou 3 de mes camarades d'école, mais que je tenais soigneusement à l'écart, sauf quand elles pouvaient me rendre un petit service. Et il y avait dans ce groupe quelques hommes qui distribuaient les papiers que j'imprimais. C'était vraiment pas un réseau, si vous voulez. Et quand j'ai été arrêté, je me suis retrouvé avec des veuves de fusillés, veuves, sœurs, mères de fusillés, et qui avaient été arrêtées parce que l'activité de leur mari les avait fait plonger là-dedans. Dans la cellule où je me trouvais, on était 3 institutrices et une commerçante. Les personnes étaient en général des personnes qui portaient des noms assez célèbres, qui sont devenus célèbres après la libération. Il y avait avec nous, par exemple, Georgette Cadras, dont le frère avait été fusillé et qui était un des chefs de la résistance pour tout l'ouest de la France. Jeannette Dalidé, qui a été mon professeur de russe, parce que j'ai appris le russe en prison. Et son mari avait été fusillé aussi. Quand j'ai été arrêté, on m'a demandé qui me donnait des ordres, qui me renseignait, etc. Ben, j'ai dit personne. Alors l'inspecteur m'a demandé, mais alors, c'était vous le chef? J'ai dit oui, c'est moi le chef. Bon, j'ai dit comme ça s'est arrêté. Et après les quelques arrestations qu'il y a eu sur Dieppe, la résistance s'est assoupie, disons, pour recommencer seulement en 1943. En 1943. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à la question qu'on a posée à Mme Feinstein, si son engagement était le produit de l'histoire des grandes figures féminines, elle a fait une réponse de Normande, c'est-à-dire ni oui ni non, puisqu'elle a reporté sur d'autres personnes qui étaient avec elle effectivement emprisonnées et qui, pour elle, sont effectivement des figures qui ont pu être reconnues, du moins par ceux qui connaissent ce pendant de l'histoire. Élodie Genot, vous êtes historienne, docteur de l'Université de Paris Diderot, et vous avez beaucoup travaillé sur les rapports femmes et armées, notamment sur la seconde moitié de l'ancien siècle, du XXe siècle, les enjeux de la problématique du genre, c'est ce que vous allez développer, qui en fait le manque de représentativité des femmes, je vous en prie Madame la Vice-Présidente, qui est le manque de représentativité des femmes dans les manifestations patriotiques. Alors on peut même aller jusqu'à dire l'invisibilité des femmes dans la plupart des cas, malgré qu'elles aient initié, je crois, bon nombre de démarches, notamment dans le secteur de l'armée. Alors ça, c'est votre domaine de prédilection, c'est une bulle dans ce qui a déjà été donné, mais qui est très important et qui nous ramène à une actualité très récente. Oui, en fait, c'est un peu du coup une étude de cas qui rentre dans ce qu'Annie Rouquet vient de dire. Et puis, c'est intéressant puisqu'elle a donc évoqué Jeanne d'Arc, qui, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, évidemment, c'était la figure de la femme combattante au singulier, l'archétype féminin guerrier. Et donc, c'est une espèce d'icône guerrière. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette interview qu'on vient de voir, c'est les noms qui sont cités par cette femme qui, finalement, sans vouloir minimiser son propos, sont des femmes qui sont connues que d'elle ou de ses proches ou des gens qui les ont côtoyées. C'est un peu tout le problème des grandes figures féminines qui sont assez subjectives en fonction du domaine dans lequel on est, dans lequel on s'engage. On va s'identifier ou se référer à des figures féminines qui ne le sont pas forcément pour toutes. Et c'est là que l'histoire mixte est donc forcément primordiale pour remettre en lumière des inconnus UES
de l'histoire officielle. Alors c'est vrai que là je vais faire une petite rétrospective vraiment très brève sur les femmes dans les armées, dans l'armée d'une manière générale. Je ne remonterai pas trop loin puisque je suis une contemporanéiste, donc je n'ai aucune légitimité pour les périodes anciennes. Mais c'est vrai que je vais prendre par exemple l'exemple d'Olympe de Gouges qui commence à être connue, mais qui est loin d'être connue de tous, qui aujourd'hui est une des femmes que l'on cite fréquemment pour son engagement pendant la Révolution, par exemple. Voilà. Alors après, donc moi je m'intéresse exclusivement aux périodes de guerre ou de conflit, et c'est vrai que par exemple pour les guerres napoléoniennes, d'une manière générale, on n'aborde jamais la question des femmes non plus, alors qu'elles étaient présentes, nombreuses, parfois travesties en hommes, mais pas tout le temps, dans les armées napoléoniennes. Elles occupaient des postes incontournables pour le bon fonctionnement de l'armée. Alors évidemment, c'était des postes en conformité avec leur sexe biologique, puisqu'il n'était pas question qu'elles prennent les armes, même si certaines l'ont fait, contre l'autorité, contre ce qu'elles étaient censées faire. Certaines ont eu des récompenses assez tardivement, je pense à Marie-Angélique Brulon par exemple. Et puis la période de la Commune ensuite, où a émergé une grande figure, plus que d'autres selon moi, mais encore une fois, ma subjectivité aboutit à ce résultat, c'est Louise Michel, qui apparaît un petit peu comme l'arbre qui cache la forêt. Et c'est un petit peu la problématique qui, moi, m'intéresse, ces femmes qui, à travers une figure féminine, cachent, et en même temps, c'est bien de parler d'elles, cachent toute une autre armée de femmes qui ont œuvré avec la même vigueur, la même motivation, et le même patriotisme. Ce patriotisme qu'on niait aux femmes, puisqu'elles n'étaient pas citoyennes politiques et qu'elles n'avaient donc pas leur mot à dire en ce qui concerne les luttes patriotiques et donc les guerres. Et tout à l'heure, Annie Rouquier a parlé de la lutte pour le droit de vote dans l'entre-deux-guerres, et ce qui a commencé aussi à animer certaines féministes, mais pas toutes, puisqu'on associe traditionnellement féminisme et pacifisme, mais le féminisme est très clivé encore aujourd'hui, et dans le courant féministe de l'entre-deux-guerres, il y avait aussi des femmes, je pense notamment à Madeleine Pelletier, encore une femme qui en cache beaucoup d'autres, mais Madeleine Pelletier qui était une féministe radicale, et qui partait du principe que si les femmes elles devaient donc acquérir le droit de vote, ça semblait évident, elles devaient aussi accomplir les mêmes devoirs que les hommes, à savoir avoir le droit de se battre, avoir le droit de s'engager dans l'armée, avoir le droit de porter l'uniforme, puisque le droit de vote, pour elles, s'accompagnait aussi de devoirs patriotiques, de devoirs citoyens, et s'il en était un par excellence, c'était entre autres celui de défendre la patrie. Donc c'est en 1927, pour vous situer brièvement le contexte, qu'un projet de loi a été mis en place pour envisager, pour élargir le champ des possibles en termes de personnel mobilisable en cas de guerre. C'est Paul Boncourt qui a hérité de ce rapport de loi, et pour la première fois, on envisage officiellement de mobiliser les femmes comme les hommes. Évidemment, ça fait un tollé, les débats ont duré 11 ans, et la loi a été votée en 1938. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé, la guerre est arrivée. Et dès 1940, en fait, on a assisté à un mouvement spontané de femmes qui ont souhaité rejoindre la résistance. Donc c'est précisément ce dont il est question dans l'interview qu'on vient de voir. Mais quand on aborde la résistance des femmes, on parle essentiellement de résistance intérieure, c'est-à-dire les réseaux, le maquis, les agents de liaison sur le territoire français. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de réfléchir sur les femmes dans l'armée. Et à cette époque-là, la seule armée constituée en tant que telle, c'est l'armée de la France libre qui obéit à un fonctionnement tel que l'armée le connaît. Et donc, dès 1940, on a des femmes qui viennent un peu forcer les portes du QG de la France libre à Londres pour s'engager dans l'armée. On ne peut pas leur refuser, puisqu'en 1938, une loi a été votée, et que comme la France libre l'organisation de la France libre prétend appliquer les lois de la République, on ne peut pas leur refuser de s'engager dans l'armée. Pourtant, la France libre est un peu prise de court, et elle se retrouve à incorporer ces femmes un peu malgré elle, alors qu'aucune disposition matérielle ni de formation n'avait été mise en place pour accueillir ces femmes. Toujours est-il qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles seront entre 13 et 14 000
à appartenir à la nouvelle armée française. Donc, dans ces 13-14 000, on inclut donc les femmes de la France libre, de l'armée extérieure, et toutes celles des FFI qui ont été fondues dans l'armée nouvelle. Donc évidemment, ça ne représente que 5% de l'armée française en 1945, mais malgré tout, 13 à 14 000, c'est tout de même un groupe social qu'on peut difficilement ignorer. Et moi, c'est ça qui m'intéresse pour savoir ce qu'il en reste aujourd'hui. Et finalement, ce qu'il en reste aujourd'hui, très peu de choses sur les femmes dans les forces françaises libres. On connaît de grandes figures, pour reprendre l'expression, de femmes résistantes de l'intérieur, mais c'est vrai que celles de la France libre sont assez absentes de la mémoire collective et des cérémonies en hommage aux anciens combattants. Forcément, le temps avançant et la nature faisant son travail, il y a malheureusement de moins en moins de femmes qui étaient actrices de l'armée de la France libre, qui pourront représenter ces femmes dans les différentes commémorations. Et mon histoire de femme militaire ne s'arrête pas là, puisque alors que quand elles se sont engagées en 1940, l'armée s'était un peu protégée en leur faisant signer des contrats qu'on appellerait aujourd'hui des CDD, c'est-à-dire qu'elles s'engageaient pour la durée de la guerre plus quelques mois. Les plus quelques mois étant destinés à favoriser leur retour dans une sphère conforme à leur sexe biologique, puisque les femmes ne pouvaient pas faire carrière dans l'armée sur le long terme. Et il y a une période de flou entre 1945 et 1946, puisque, comme vous le savez sans doute, la guerre d'Indochine a immédiatement succédé à la Seconde Guerre mondiale, puisque la guerre d'Indochine, dans les premiers temps, était une poursuite de la libération du territoire, mais dans les colonies. Donc certaines femmes qui étaient dans l'armée en 1939-1945 ont poursuivi leur engagement au-delà de la France, au-delà de l'Allemagne, et elles sont parties en Extrême-Orient. Et pendant ce laps de temps de 1945-1946, aucun statut juridique légal officiel ne leur donne de cadre militaire clair. Et donc toutes ces femmes n'ont pas d'existence juridique légale. Parce qu'elles devaient quitter l'armée après la Seconde Guerre mondiale, elles ne sont plus censées exister. Et donc pour les femmes qui ont fait la Seconde Guerre mondiale et qui poursuivent en Indochine, elles sont rétrogradées, c'est-à-dire qu'elles repartent à zéro et elles perdent tous les acquis militaires de leur grade qu'elles avaient atteints pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1951, donc j'ai dit 45-46, c'est vraiment un flou juridique. Ensuite, en 47-48, on autorise des nouveaux engagements, donc des nouveaux contrats. Donc, pour ces femmes qui partent en Indochine, elles démarrent une carrière. Et en 1951, un nouveau décret est mis en place pour permettre aux femmes de faire carrière sur le long terme. Pour la première fois, un décret officialise la présence des femmes dans l'armée et leur permet de faire carrière sur le long terme. Avec des restrictions, évidemment. Le métier des armes leur est toujours interdit et leur hiérarchie militaire est différente de celle des hommes. Ainsi, les femmes ne peuvent pas dépasser le grade de commandant et ne peuvent pas atteindre ce qu'on appelle le hors-classe, c'est-à-dire les grades étoilés. Et donc, à titre d'exemple, je cite Valérie André, voilà, une figure féminine de la lutte patriotique, qui, au bout de 40 ans de carrière, puisqu'elle s'était engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1981 devient la première femme générale de France, alors qu'elle a un peu plus de 40 ans de carrière. Et pour vous donner un ordre d'idée, d'autres généraux plus connus, puisqu'ils sont déjà masculins. Je vais prendre le général Massu. Je cite lui parce que, comme je me suis intéressée à la guerre d'Algérie, j'ai également travaillé sur sa personne. Et il fallait à peu près 30 ans, 28-30 ans pour un homme pour atteindre le grade de général. Donc évidemment, ce retard accumulé, ce flou juridique sur ces laps de temps entre 45 et 47 a eu des conséquences sur la suite, notamment pour le versement des pensions militaires et pour leur retraite. Et aujourd'hui encore, il y a des femmes qui sont encore dans la procédure administrative pour faire valoir leurs droits rétroactifs, pour essayer de trouver une justification légale à ce qu'elles ont fait entre 1945 et 1947, puisque certaines d'entre elles ont même fait 3 guerres, puisqu'en Algérie, certaines sont même reparties en Algérie dans la guerre d'Algérie. Voilà, alors je ne sais pas combien, je vais bientôt m'arrêter. Donc oui, vous allez bientôt vous arrêter, je vous le confirme. Confirmer, c'est formidable. Donc, mais vous pourrez redémarrer, je vous rassure. Mais bon, ça va. Et donc le bilan que l'on peut faire de ces engagements assez méconnus finalement sur le plan militaire des femmes, c'est que donc elles sont absentes de la plupart des cérémonies commémoratives, comme je vous l'ai dit. Elles sont absentes des monuments aux morts. Et ça, on parlait de l'entre-deux-guerres tout à l'heure. C'est vrai que les années 30 ont été marquées par
une floraison dans toutes les communes des monuments aux morts, que régulièrement ces monuments aux morts sont réactualisés. Certains monuments construits dans l'entre-deux-guerres ont été mis à jour, tristement mis à jour, en ajoutant les noms des hommes de la commune qui sont tombés dans les guerres suivantes, jusqu'aux guerres coloniales. Mais aucun monument aujourd'hui en France ne porte le nom des femmes. Presque aucun, 2. Mais il y en a un, c'est une stèle, donc ça rentre dans la catégorie des monuments, mais ça n'a pas la majesté et la stature de ceux qu'on connaît. C'est une stèle qui est à Versailles, dans l'ancienne caserne de formation des personnels féminins de l'armée de terre. Donc c'est une stèle qui rend hommage aux femmes qui sont mortes en Indochine, une stèle très incomplète puisqu'il y manque 5-6 noms à peu près, et un deuxième qui est un carré du souvenir, dans le Doubs, à Réchésy, et qui rend hommage aux ambulancières de la 9e division d'infanterie coloniale pendant la Seconde Guerre mondiale, qui comporte tous les noms de celles qui sont tombées, pas très nombreuses, mais ce sont les seules. Et elles sont aussi très sous-représentées dans les associations d'anciens combattants. Voilà, pour faire un topo sur les figures féminines de la guerre. Élodie Genot, passionnée et passionnante, vous en conviendrez, et qui... Et vous avez peut-être remarqué aussi ce qui est un tic de langage, mais en fait qui traduit sa passion. Elle dit, c'est ça qui m'a intéressé. Parce qu'elle m'a dit au début, moi, vous savez, j'ai qu'une partie par rapport aux autres intervenantes, c'est ça qui m'a intéressé. Et en fait, on a vu qu'elle avait rebrossé depuis pas mal d'années, sur 2 siècles, et à chaque fois, elle disait, c'est ça qui m'a intéressé pour mes travaux. Donc, je voulais le souligner, je voulais vous en féliciter.